Donc cette seconde table ronde porte sur les jeunes publics, puisqu'il nous semblait important de consacrer une table ronde aux nouvelles générations, leur sensibilisation aux questions de développement durable et d'écologie. Donc il s'agit effectivement de réfléchir à la découverte du monde, de la diversité, comment organiser efficacement et durablement cette transmission aux jeunes générations, aux générations futures. Donc pour en parler, nous avons réuni autour de la table, à la fois en présentiel et en distanciel, Marie-Laure Chérel, qui est directrice du département des publics, du développement des publics à la Bibliothèque nationale de France, direction des publics, qui va nous présenter notamment toutes les dimensions du service pédagogique de la Bibliothèque nationale de France. Donc il y a un certain nombre de réalisations qui sont proposées par la Bibliothèque nationale de France en matière effectivement d'éducation aux médias et à l'information, d'éducation artistique et culturelle. On va le voir en lien avec la programmation culturelle de la Bibliothèque nationale de France, mais aussi de ses collections. On va céder la parole dès que la technique le permettra à Marie-Laure. Et dans un second temps, nous avons la chance d'avoir en visio Christine Moreau, directrice des éditions Mémo à Nantes. Donc les éditions Mémo sont bien connues. Vous avez en fond de salle l'exposition d'une partie de la production. Vous avez pu voir leur catalogue, prendre un exemplaire du catalogue des éditions Mémo, donc créé en 1992, qui propose des livres d'artistes et des créations d'écrivains pour la jeunesse. Donc à partir de donc ce qui est mentionné sur le site internet, mais Christine Moreau reviendra dessus, il s'agit de partir de la fiction pour aborder le temps long de l'engagement et de la transmission, interroger les grands questionnements de la vie. Actuellement, il y a une exposition à Aix-en-Provence consacrée aux fabuleux bestiaires de Guylaine et Béra. Donc, c'est vraiment un partenaire que les bibliothèques connaissent bien. Et nous, pour Première Page, puisque le ministère de la Culture porte Première Page, nous avons notamment travaillé avec Mémo pour Mercredi d'Anne Berthier, qui avait été distribué en fait aux enfants des territoires Première Page dans les premières années de ce dispositif. Mais on y reviendra tout à l'heure. Je vais céder tout de suite la parole à Marie-Laure en la remerciant pour sa présentation. Bonjour à tous, merci beaucoup Thierry pour cette introduction. Donc je suis ici pour vous présenter finalement un nouveau service, une nouvelle direction, un nouveau projet pour la Bibliothèque nationale de France, puisque en 2018 a été créée une direction des publics, et une direction des publics qui comprend un département développement des publics et médiation, dont je m'occupe, et en son sein, un service EAC, éducation artistique et culturelle. Donc le but du service EAC, c'est bien évidemment de proposer un éventail d'activités de médiation culturelle pour tous les publics de la BNF. En effet, dans le cadre du contrat d'objectifs et de performance de la BNF 2017-2021, l'objectif numéro 1 est l'ouverture à tous les publics, lecteurs, publics culturels, etc., dans tous les domaines. Et donc, nous nous adressons à tous les publics, enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, personnes en situation de handicap et publics dits du champ social. Donc, l'objectif de ce service, c'est de faire découvrir les sites de la BNF. Nous en avons 5, mais nous nous consacrons beaucoup plus à Tolbiac et Richelieu, bien évidemment, pour les publics, puisque les autres sont des sites de conservation et l'Arsenal est un petit peu moins ouverte. Donc, l'objectif de ce service est de faire découvrir les sites, les collections et les expositions de la BNF, de transmettre des connaissances et de proposer des visites et des ateliers. Donc les activités autour des expositions se développent, se déclinent autour de visites guidées et d'ateliers pour tous les publics, et des ateliers de pratique sont créés spécifiquement à chaque exposition pour les publics scolaires notamment et les familles. L'ensemble de ces activités sont disponibles désormais sur une seule brochure. Je vous en ai apporté quelques exemplaires. Malheureusement, le colis que nous avons envoyé n'est pas arrivé. J'espère qu'on pourra vous diffuser l'ensemble des fiches et des contenus pédagogiques que nous vous avions préparés. Voilà, donc elles sont accessibles sur cette brochure et elles s'articulent autour de 4 thématiques. Explorer le livre, s'exprimer à travers les arts, se représenter le monde et se former aux médias et à l'information, sujet sur lequel je reviendrai un peu plus largement.
Donc au sein de ce service, nous avons 16 personnes, des chargés de projet et des médiateurs qui conçoivent et animent les visites des sites et des expositions autour des expositions temporaires. Donc nous concevons des ateliers pour enfants sur le temps scolaire, sur le temps périscolaire et familial, et nous créons les supports de médiation, dont des dossiers et des séquences pédagogiques qui sont disponibles sur Facebook et sur classe.bnf. Nous assurons bien évidemment aussi un volet formation pour les enseignants. Donc les compétences essentielles des personnes qui travaillent au sein de ce service sont la conception de dispositifs de formation et de médiation culturelle, l'ingénierie pédagogique et la maîtrise des techniques d'animation, ainsi que la réalisation de supports pédagogiques. Donc ces visites se déploient sur plusieurs sites. Le site de Tolbiac, mais aussi le site de Richelieu, Richelieu-Louvois, avec la salle des... Je vous ai présenté quelques visuels ici pour que vous vous rendiez compte, avec la salle des manuscrits, des stampes et photographies, des cartes et plans, la salle des arts du spectacle, département de la musique, des monnaies et des médailles antiques. Nous faisons également des visites à l'Arsenal, uniquement pour tout public, là un peu moins pour les scolaires. Donc l'Arsenal, comme vous le savez, c'est une collection qui est née en 1756 avec le marquis de Paulmy, qui a constitué une vaste collection encyclopédique et qui s'est transformée en bibliothèque publique en 1797. Elle a reçu en 2012 le label de Maison des Illustres, et donc nous proposons 2 fois par semaine des visites de ce site, et ce site est bien évidemment ouvert pour les journées du patrimoine. Alors, le service de l'éducation artistique et culturelle a la chance de pouvoir se projeter dans la réouverture de la phase 2 du site de Richelieu. Donc, la phase 1 a été réouverte avec la salle Labrousse, la salle des manuscrits et le département des arts et spectacles, ainsi que la galerie Rondelle. Et en 2022, la phase 2 du site sera terminée et nous ouvrirons avec un musée qui s'étendra sur 1200 mètres carrés et qui permettra de présenter les joyaux de la Bibliothèque nationale de France. Donc il s'étendra sur 5 salles, environ 1200 mètres carrés, avec la salle des colonnes, le cabinet précieux, la salle de Luynes, la salle Barthélemy et la galerie Mazarine. Donc il sera prolongé par la rotonde des arts que vous pouvez actuellement voir, enfin, rotonde des arts qu'on appelle aussi galerie Rondelle. Donc ça, c'est un lieu d'exposition qui est déjà ouvert et l'ensemble des autres salles seront ouvertes au premier étage en 2022. Donc l'intérêt pour le majeur de ce musée, c'est bien évidemment d'offrir une visibilité et d'offrir enfin une accessibilité au trésor de façon pérenne de la Bibliothèque nationale de France, mais c'est pour un service comme le AC la possibilité de faire de la médiation directement en contact avec les collections et avec les œuvres, ce que nous ne pouvons faire actuellement uniquement que lorsque nous avons des expositions, puisque évidemment les œuvres ne sont pas toutes accessibles de façon pérenne. Donc, ce musée va présenter une sélection d'environ 800 pièces majeures des trésors du département des trésors du département des monnaies et des médailles antiques, en passant par les manuscrits enluminés du Moyen-Âge, les premiers livres imprimés, les cartes du monde des navigateurs du XVIe ou XVIIe siècle, les estampes et des photographies exceptionnelles, les manuscrits des grands écrivains. Nous commencerons bien évidemment par la présentation du manuscrit Notre-Dame de Victor Hugo que nous avions déjà présenté suite à l'incendie de Notre-Dame dans le cadre de la bibliothèque du festival de la bibliothèque parlante. Ce musée sera complété d'une galerie d'exposition installée dans la galerie Mansart, qui accueillera des expositions temporaires à raison de 2 fois par an. Donc ce sera aussi, encore une fois, une nouvelle possibilité pour nous de créer des temps de médiation et des temps de transmission. Donc cette galerie Mansart, elle accueillera la première exposition sur Molière, en lien avec la Comédie Française pour le quadricentenaire de la naissance de Molière. Donc, en dehors d'une offre, je dirais, catalogue, nous organisons
des temps de médiation autour des événements et de la programmation culturelle de la BNF. Alors, bien évidemment, autour des journées du patrimoine, où nous proposons des activités en libre accès pour les familles, notamment autour des globes, cette année c'était autour du globe, ou encore autour de la bande dessinée, puisque dans le cadre de l'année de la BD, la Bibliothèque nationale de France a développé une application qui s'appelle BDNF, qui vous permet de créer des bulles, des planches de BD à partir des collections numérisées de Gallica. Autre possibilité, autre temps fort de médiation, le concours de récitation qui aura lieu cette année le 8 avril et l'ensemble des dispositifs que nous mettons en place dans le cadre du service de l'éducation artistique et culturelle. L'idée étant d'associer une pratique, d'associer les publics scolaires autour d'une thématique territoriale, c'est-à-dire tout d'abord de leur proposer pour les publics du 13e arrondissement un dispositif 100% EAC. L'idée étant que la BNF doit être présente dans l'ensemble des établissements scolaires, de la maternelle au lycée ou aux écoles professionnelles, d'une façon ou d'une autre, et donc de leur proposer chaque année un parcours culturel autour d'ateliers du livre, de cartographie, ou bien évidemment en écho avec les expositions. Cette année, nous développerons à partir de l'exposition François Petrovitch des ateliers, notamment pour les maternelles. Ensuite, nous travaillons aussi autour des événements que sont la nuit de la lecture et nous nous associons aux journées interacadémiques et aux formations des documentalistes. Nous sommes présents bien évidemment, comme aujourd'hui, en région pour participer à vos côtés à la valorisation des actions qui sont menées sur les territoires. Nous travaillons toujours dans le cadre de l'année de la BD à une manifestation qui, j'espère, pourra avoir lieu, qui aura lieu le 28 novembre et qui s'appelle la Fabrique à BD, qui sera un temps fort de valorisation des fonds autour de la bande dessinée de la Bibliothèque nationale de France et qui permettra le lancement d'un concours. Donc nous organisons un certain nombre d'ateliers, donc des ateliers en LSF, et des ateliers avec l'ensemble des groupes avec lesquels nous travaillons autour de la ville de Grigny. Donc, quels sont les publics, quels sont quelques chiffres sur les publics de l'EAC? Donc, nous accueillons environ 31 000 participants chaque année, et disons que nous étions sur une phase assez ascendante en termes d'accueil des publics en 2019-2020, puisque nous avons créé un certain nombre de possibilités d'accès à la BNF via des visites autonomes et via des supports de visites autonomes. Donc nous avons beaucoup encouragé les visites autonomes qui fonctionnent beaucoup pour les classes parce que ça permet aux classes de venir de façon un petit peu plus libre et surtout de pouvoir répondre à une demande hors créneau, je dirais. Et surtout, nous avons bénéficié du fabuleux succès de l'exposition Tolkien qui a accueilli 130 000 visiteurs. Voilà. Donc, nous étions dans une phase plutôt de dynamisme en termes d'accueil qui était, comme vous le savez, malheureusement stoppée, mais qu'on va reprendre autrement et on va s'interroger sur d'autres formes de transmission. Point important avec la mise en place de ce service et de cet objectif de développement des publics, nous avons en 2019 multiplié par 3 les accueils pour les publics dits du champ social, notamment dans le cadre de la mission Vivre Ensemble, en réorganisant l'offre et en offrant davantage de possibilités d'accueil de ces publics. Voilà, donc quels sont les objets sur lesquels nous faisons les médiations dans le cadre des ateliers de la BNF. Donc, ils ont lieu généralement en galerie Jules Verne et nous avons fait des acquisitions de facsimilés pour pouvoir montrer aux enfants, pour remplacer les collections, la façon dont les livres étaient, pour organiser les ateliers autour du livre. Nous avons aussi à notre disposition des achats de documents, notamment pour les ateliers presse, et nous nous basons évidemment sur les expositions et sur Gallica pour valoriser l'ensemble de ces ateliers. Autre
support fondamental pour les activités, la transmission et les outils de médiation, ce sont bien évidemment les expositions. Donc actuellement, nous avons pu ouvrir l'exposition Joseph Koudelka depuis le 15 octobre et ce jusqu'au 16 décembre. Et nous développons des supports, alors pareil, j'en ai apporté quelques-uns, mais pas suffisamment, je suis désolée, des supports, notamment des parcours visites autour de cette exposition, qui présente des clichés de grand format, je ne vais pas vous dire de bêtises en termes de format, enfin de très grand format rectangulaire, voilà, pour ceux qui ont vu l'exposition, de Joseph Koudelka qui a photographié les ruines du bassin méditerranéen. Nous avons également l'exposition autour du don d'archives de Pascal Quignard qui a été inauguré cette semaine et autour desquels nous faisons plus des ateliers pour les lycées et pour les universités. Nous enchaînerons avec l'exposition sur le surréalisme et nous avons également une exposition en libre accès sur les affiches de cinéma. Donc, le service de l'éducation artistique et culturelle s'empare en lien avec les commissaires d'exposition de l'ensemble de ces contenus pour développer des outils de médiation qui ensuite sont des outils qu'on utilise de façon pérenne sur le site de la BNF. Alors l'autre, évidemment, l'outil sur lequel nous nous basons principalement, c'est évidemment Gallica, et c'est les ateliers de recherche documentaire autour de Gallica. Je vous ai mis quelques visuels ici. Donc ça permet aux équipes de former notamment les enseignants et les relais à la recherche dans Gallica et à l'utilisation par la suite des ressources mises en ligne. Donc, on vous a fait une petite entrée par région, donc vous pouvez voir quelques documents numérisés. Donc, c'est un petit peu ce qu'on fait on fait à chaque fois du sur-mesure dans les ateliers en fonction des besoins des enseignants, et donc on construit autour d'une recherche dans Gallica un panel de références et de visuels qui sont ensuite exploités dans le cadre des classes. Alors voilà, je ne vais pas m'arrêter sur tous, mais je vous ai fait quelques extraits de presse de Côte d'Or ou de choses qu'on peut trouver en tapant Dijon sur le site Gallica. Alors, je l'ai dit, les principaux thèmes de médiation pour nous sont le livre, la presse, la cartographie, là encore des visuels du livre des Trois Vertus ou de Christine de Pisan. Vous avez également des présentations de globes et de presse. Alors, nous travaillons à partir du catalogue bnf.fr, bien évidemment, de Gallica, gallica.bnf.fr, et du site Data, dont nous utilisons les données, puisqu'il agrège une partie des données et ressources de la BNF qui sont disponibles sur plusieurs applications, le catalogue général et Gallica. Donc, le site poursuit actuellement son développement et son accroissement, et il a une très forte visée exploratoire et prospective, et comme il est conçu comme une véritable plateforme d'expérimentation, ça nous permet de donner des outils pour le traitement, l'affichage des données pour les enseignants, notamment sur comment on structure l'information à partir des nouvelles technologies et des formats multiples qui sont présents. Nous travaillons aussi à partir du logiciel Sigil, qui est un logiciel libre et gratuit de création qui permet de faire des fichiers, des EPUB, avec lesquels nous enrichissons l'offre des ateliers. Un des thèmes majeurs, Thierry en a parlé tout à l'heure, c'est le traitement de la presse
à la BNF et notamment sa déclinaison dans sa version d'outil de médiation et de transmission dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle. Donc au sein de notre offre, les ateliers presse et plus largement l'éducation aux médias et à l'information occupent une place assez importante et ce depuis 2012, date d'une exposition qui a fait date autour de la presse à la une. Donc le développement de formats destinés aux enseignants est engagé en lien avec les universités et les grandes écoles. Nous faisons des ateliers de recherche bibliographique et d'analyse pour nous adresser à un public d'étudiants de première et deuxième année. Donc l'ensemble des données sont accessibles évidemment sur site classe.bnf.fr, éducation, rubrique se former aux médias et à l'information. Donc les formations à l'EMI sont organisées avec les trois académies franciliennes et le CLEMI. Donc ces formations sont organisées autour des thèmes suivants: comprendre et défendre la laïcité avec la BNF, Ordre et désordre parisien mai 68, qui sont co-construites avec les Archives nationales, le Musée Carnavalet et les Archives de Paris, ainsi que des stages, comme un stage autour de l'éducation à l'information et à l'esprit critique, ou les Infox en bibliothèque, en partenariat avec la BPI. Les actions EMI en région sont assez nombreuses pour les enseignants et les bibliothécaires qui sont menées dans le cadre des journées EAC. Donc, elles permettent d'initier à la recherche de ressources documentaires à partir de Gallica, j'en ai déjà parlé, et de présenter des actions de médiation autour notamment du dernier atelier qui est celui sur les fausses nouvelles. Donc, ces rencontres permettent aussi la présentation de formations EPUB et peuvent être dupliquées ensuite par les participants. L'objectif ensuite, c'est de pouvoir, à partir des ressources des différentes régions, créer d'autres contenus dont nous travaillons, dont nous nous emparons par la suite. Donc, nous serons, j'espère, le 6 octobre à Alençon pour une journée autour de l'éducation aux médias et à l'information, si on le souhaite, voilà. Et le 28 novembre à La Roche-sur-Yon. Donc nous participons aussi au concours Mediatix, qui est le concours annuel de journaux scolaires, qui est organisé par le CLEMI. Donc au niveau de 2 territoires, à Créteil et depuis 2018 à Paris. Et nous travaillons aussi à sa déclinaison pour les primaires, en lien avec l'école Estienne, puisque nous organisons un concours de dessin de presse qui s'appelle les Petits Citrons et qui se déroule au niveau du 13e arrondissement. Il s'adresse aux classes de CM2. L'idée, c'est de s'essayer au dessin de presse aux côtés d'étudiants et de professionnels, donc notamment l'école Estienne, et de participer à un programme d'atelier autour de la presse à la BNF. Donc ces actions à la BNF, elles ont toute leur place grâce au dépôt légal et à la conservation de la quasi-totalité de la presse parue en France, en langue française ou étrangère, et dans les anciennes colonies. Donc l'acquisition de collections non soumises au dépôt légal, comme par exemple les journaux de tranchées, la presse clandestine de résistance et la presse libertaire des années 60-70, ont considérablement enrichi nos actions de médiation. J'ajoute que nous allons travailler à la préfiguration, enfin nous avons déjà commencé, puisque nous parlions d'archives et de conservation. La BNF lance actuellement un appel à manifestation d'intérêt pour la construction d'un nouveau site de conservation, et au sein de cet appel à manifestation d'intérêt est prévu un centre de conservation sur la presse auquel nous sommes associés pour pouvoir développer autour de ce site de conservation des documents au niveau d'un territoire qui est en cours qui va être bientôt choisi, un accès et une série d'ateliers destinés au public, notamment scolaire, mais au grand public en général. Donc, l'éducation aux médias et aux informations, je vous l'ai dit, s'appuie sur la programmation culturelle de la BNF et sur les propositions d'ateliers et sur une offre en ligne à la fois historique et pédagogique qui est dédiée à la presse et qui est Retro News.
le site Retronews dont je vous parlerai un peu plus tard. Donc ces propositions, elles s'inscrivent dans une perspective toujours historique, par le biais d'un regard sur l'histoire de la presse et les formes du livre, sur le rôle social des récits de voyage, sur le rôle de la vidéo dans le militantisme. Beaucoup de ces actions, naturellement, sont encadrées par nos partenaires que sont le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le réseau Canopé et les acteurs du champ social, notamment avec l'ensemble des réseaux des secteurs de politique de la ville. Nous travaillons évidemment en lien étroit avec le CLIMI pour développer différentes typologies d'activités en direction des scolaires et des professionnels de l'éducation. Donc, dans le cadre d'un colloque international sur la presse qui s'appelait « Les démocraties à l'épreuve de l'Infox », nous avons développé une exposition sur les fausses nouvelles. Alors là encore, je suis désolée, parce qu'on devait vous apporter les panneaux. Donc, une exposition sur l'histoire des fausses nouvelles. Donc, c'est une exposition pédagogique qui a pour objectif de donner des outils aux enseignants et aux élèves pour comprendre historiquement le phénomène de la fausse nouvelle, en définissant les termes de façon très rigoureuse liée à ces fausses nouvelles, en remontant aux rumeurs médiévales et en montrant ainsi que la fausse information est un phénomène ancien, à l'origine de drames et de manipulations diverses. Donc ça permet d'initier le public scolaire à l'identification des fausses informations, en insistant sur la mise en évidence des mécanismes de production et de diffusion. Qui produit la fausse nouvelle? Qui la reçoit? Comment se propage-t-elle? Donc cet atelier, cette exposition sur les fausses nouvelles se complète à la BNF par un atelier de recherche documentaire qui s'appelle « Fausses nouvelles, histoire et décryptage » et qui s'adresse aux élèves de 3e jusqu'à Bac+2. Donc, toujours de la même façon, nous présentons la fausse nouvelle à partir des exemples patrimoniaux en confrontant passé et monde contemporain. Nous faisons des mises en situation de petits groupes de recherche sur des recherches numériques sur des fausses nouvelles, puis on travaille sur la réflexion sur le comportement d'un individu dans sa perception, dans sa réception face à l'information et la façon dont il va le transmettre. Donc ces deux propositions complètent, et c'est pour cela que je vous disais que l'offre de la BNF c'est structurée autour de l'éducation média et information. Donc ces deux propositions viennent compléter un atelier une offre pérenne de 6 ateliers autour de la presse. Donc un atelier qui va du CE2 à Bac+2. Donc ces ateliers s'appellent Dessine ton actu, Connais-tu la presse et Connais-tu la presse et Une de presse. Enfin, nous avons un atelier de recherche numérique dans Gallica et l'Argonaute autour de photocopie, photographie et presse de la guerre. Voilà, donc là je vous présente quelques outils. Alors peut-être ce sera plus intéressant quand vous aurez le support sur la façon dont nous travaillons dans le cadre des ateliers presse. Les différentes étapes du parcours qui est proposé à partir d'outils individuels construits pour les participants à l'atelier. Et voilà, c'est un peu pédagogique, mais bon, là, je vous ai mis aussi la description d'un atelier presse, son déroulé, ses objectifs, et évidemment, à chaque fois, nous faisons le lien avec les programmes scolaires. Donc ces ateliers sont conçus aussi autour, je vous l'ai dit tout à l'heure, de Retronews. Donc Retronews, c'est une offre en ligne qui est dédiée à l'éducation aux médias et à l'information, qui est le site de presse de la BNF et qui donne accès gratuitement et librement à plus de 400 titres de presse publiés entre 1631 et 1950. Donc il s'ajoute aux ressources présentes sur Gallica, bien sûr, et d'ailleurs elles sont totalement maintenant intégrées dans Gallica, puisque Gallica présente... C'est en cours, hein. On m'a dit que ça allait... Pas encore, et qu'on arriverait à 7,5 millions de documents dans Gallica. Donc c'est une fake news. Je suis désolée, vous l'avez en direct, entre ce que... Nous avons un embargo commercial de 7 ans. D'accord. Les ressources qui sont
D'accord. Il n'y a pas de rapprochement avec Gallica. Bon. On m'a donné une très mauvaise information, je suis désolée. RetroNews, c'est un espace digital de consultation d'archives, c'est un outil de recherche et un magazine pour faire découvrir l'histoire par les archives de presse. Et donc, ça donne des clés de décryptage de la couverture médiatique des grands événements historiques. Donc, c'est très utile puisque ça nous permet de proposer des dossiers pédagogiques portant sur des questions au programme telles que la littérature d'idées et la presse. Plus récemment, l'affaire Dreyfus et la presse, ou encore la diffusion de l'imprimerie à la presse à grand tirage. Donc là encore, les dossiers permettent d'interroger pour les élèves les mécanismes de l'information dans la presse écrite tout au long de l'histoire, de l'apparition du reportage, de l'introduction à la photographie, ou encore des théories complotistes et des fausses nouvelles. Autre support sur lequel que nous exploitons, la bibliothèque numérique des enfants, qui regroupe des livres rares de la littérature jeunesse, des cabinets de curiosité, des salles de jeu. Et donc, c'est une sorte de best-of pour nous de la littérature jeunesse qui nous permet, à partir duquel nous créons la plupart des ateliers pour les enfants. Je vous ai mis quelques exemples de supports qui sont produits par le service de l'EAC. Donc, je vous signale le support que nous avons édité, le livre en français facile, avec l'association des papillons blancs pour permettre une lecture pour les publics autistiques. Qui a été développé il y a 2 ans. Et je vous ai mis ici également le livret-jeu auquel vous pouvez vous essayer, puisqu'il y a des petits rébus pour connaître pour les enfants le lexique autour de l'archéologie. Alors, nous travaillons aussi à partir des stories de Gallica, ce qui permet de rentrer dans les images et de décrypter un certain nombre d'éléments autour de l'imprimerie. Là, cette story, elle permet aux enfants de découvrir. Il y a un ours et un singe sur cette estampe, et les voyez-vous, et donc ils découvrent que l'ours, c'est le premier personnage que vous voyez devant. C'est le pressier qui était chargé de faire marcher la presse et qui était ainsi nommé à cause du sentiment de lourdeur avec lequel il ancrait les formes. Donc vous l'avez au premier plan. Voilà. Et le singe. Alors le singe, vous pouvez regarder un peu... on ne peut pas malheureusement là rentrer dans l'image, mais normalement on rentre dans l'image. Donc le singe, vous l'avez au premier plan avec avec cet homme qui est devant des cases et qui choisit les caractères dans une boîte à compartiments très très vite. Et donc le geste qu'il effectue fait penser au geste du singe. Donc ça permet de décrypter l'imprimerie de façon un petit peu ludique pour les jeunes que nous accueillons à la bibliothèque. Alors maintenant, voilà, site de sources et ressources pour les enseignants, mais je vais pas m'apesantir. Vous les recevrez, j'espère, et vous y avez accès sur le site bnf.fr. Maintenant, le futur dans lequel, ou le présent futur dans lequel nous nous trouvons actuellement, c'est cette période passée de confinement. Donc, le service de l'EAC, dès les premiers jours du confinement, a proposé dans l'esprit de Culture chez vous une liste de ressources de la BNF, puis, dans un second temps, pour l'école à la maison, des ressources pédagogiques pour l'ensemble des niveaux de classe. Donc, elles ont été choisies dans le cadre des conférences en ligne ou encore de classe BNF. Alors, l'enjeu pour nous, pendant ce confinement, c'était comment on parvenait à maintenir le lien avec nos publics, comment nous parvenions à répondre aux besoins des enseignants, mais aux besoins aussi des parents. Et nous avons reformaté un certain nombre de dossiers pédagogiques
pour que ce soit non plus utilisé uniquement par les enseignants, mais que ce soit des centres de fiches qui permettent aux élèves de s'en emparer et de faire des jeux de questions-réponses autour des grandes thématiques que nous avions déjà abordées. Donc on a aussi développé pour un plus large public une série de stories, une série de stop motion, et nous avons tenté de garder ce lien. Alors de façon très basique, on a pu le garder grâce aux outils que sont le CRM pour mettre en valeur les ressources électroniques et s'adresser à nos usagers, mais de façon beaucoup plus intéressante, ça a été la façon de programmer suite au confinement une offre dédiée dans le cadre de l'été culturel et apprenant, où nous avons essayé de reformater des ateliers pour être en situation d'atelier hors les murs, et notamment en lien avec des territoires sur lesquels nous intervenons toute l'année, comme le territoire de Grigny, où nous avons pu mener pour l'ensemble des relais sociaux et des relais culturels des ateliers juste à la sortie du confinement autour de l'application BDNF. Nous allons d'ailleurs poursuivre grâce à l'action du ministère cette démarche, puisque la demande est assez forte de pouvoir aller sur place davantage. Donc ce confinement nous a permis de reformater un certain nombre de contenus, de faire évoluer des contenus en répondant à d'autres besoins qui avaient émergé de la part de nos réseaux, des bibliothèques, mais aussi de nous interroger sur la transmission demain. Et la transmission demain, c'est certes la transmission in situ, mais c'est aussi comment nous parvenons à faire des médiations à distance. Donc là, nous travaillons actuellement à la mise en place d'ateliers à distance, animés par des médiateurs devant des classes, pour pouvoir offrir des solutions pérennes. Et l'idée, c'est vraiment de travailler ce format d'atelier pour qu'elle devienne une offre catalogue. Voilà. L'autre aspect, bien évidemment, c'est d'accentuer sur tout ce qui est formation à distance pour être présent de façon plus large et de façon plus systématique auprès de nos partenaires dès lors qu'ils ne peuvent plus venir sur place, puisque actuellement nous travaillons sur des formats d'ateliers à 9 personnes. Donc vous voyez bien que même en réorganisant les groupes, déjà nous avons des salles dont les jauges ont été comme aujourd'hui baissées, et donc nous ne pouvons plus accueillir autant d'enfants en même temps. Mais donc très clairement, si nous voulons accueillir un atelier livre et un atelier cartographie dans la même matinée, maintenant il nous faut mobiliser 8 médiateurs. Voilà, pour 2 classes. Donc cela pose évidemment la question de la mobilisation des équipes et du développement d'une offre en ligne. Voilà, je vous remercie. D'abord, vous situez très rapidement la maison, qui existe depuis 1993. Désolé de reprendre une année à Thierry, ou plutôt de lui en laisser une. Donc on est né en 1993 avec un catalogue qui était un catalogue tout à fait différent de celui qu'on déploie maintenant, quoique, parce que le but de cet petit exercice, c'est de vous parler d'une continuité entre ces rééditions facsimilées ou éditions d'ouvrages patrimoniaux et des ouvrages qu'on publie maintenant avec un catalogue donc destiné au jeune public, mais dans lequel on a laissé une large part à des ouvrages du patrimoine qui nous semblent importants parce que la qualité, le caractère universel et le caractère intemporel de ces ouvrages nous paraît les destiner autant à un public d'enfants maintenant que au moment de leur création. Et pour commencer avec un premier ouvrage, qui est vraiment notre premier ouvrage,
Bon, ce livre-là n'avait absolument aucune vocation à être édité de cette façon-là. Il ne s'agit pas d'un ouvrage d'ailleurs, mais d'un ensemble de planches déposées au musée d'histoire du château de Nantes, et qui était un ensemble de planches destinées à offrir un choix d'indiennes, vous savez, ces tissus donc imprimés au XVIIIe, à l'imitation des tissus indiens, d'où le nom d'indienne. Et donc ces indiennes étaient destinées à la traite négrière. Alors, en quoi est-ce que ce détail est important, qui n'est pas un détail? C'est que ces images très naïves ont été gravées par des graveurs moins expérimentés que ceux des grandes manufactures comme celle de Jouy en Josas, et c'est leur naïveté et puis le côté totalement finalement improbable pour des graveurs du XVIIIe d'essayer de représenter des animaux ou bien un certain nombre de lieux et de personnages sans avoir les ressources que nous avons maintenant pour savoir à quoi ressemblaient et les plantes et les animaux du temps, et dans ces pays qui étaient donc destinataires de ces tissus. On en a fait un album, et moi j'ai souvent coutume de dire que finalement on a continué à faire la même chose, c'est-à-dire à avoir d'abord cette place donnée à l'image, cette place donnée aussi à la reproduction, puisque à partir de petites diapositives, on a pu faire des films qu'on a ensuite grattés manuellement avec mon associé Yves Mestralet, qui n'est pas là en ce moment puisqu'il est à l'imprimerie, mais qui est l'autre moitié de mes mots, puisque c'est Mestralet et Moreau. On n'avait pas de meilleure idée ce jour-là. Et donc, ces documents, ensuite, nous ont permis d'imprimer ce livre comme s'il s'agissait d'un tissu. Et si vous voyez, voilà notre document de base, et voilà une plaque typo donc, qui a été donc, constituée à partir des films, et puis donc qui permet d'obtenir un document imprimé en 2 couleurs. À l'époque, il ne s'agissait pas d'un livre pour enfants, mais il s'agissait d'un livre plutôt pour grands enfants, puisque c'est un livre d'images pour adultes, donc, que nous avons édité, avec cette conscience aussi que le projet invraisemblable et criminel de la traite négrière trouvait quelque part son illustration dans la naïveté et dans l'étrangeté de ces images. Voilà, donc la postface qui était donc écrite, on avait souhaité qu'elle soit à la fin de l'ouvrage, et c'est ce qu'on a toujours et constamment renouvelé pour pouvoir donner d'abord à voir l'image, puis ensuite connaître son histoire. Je ne vais pas passer trop de temps sur ce premier ouvrage. Je vais passer à notre premier ouvrage pour enfants, et qui d'ailleurs l'a été, je dirais, à l'insu de notre plein gré, puisque nous l'avions fait dans un cadre d'édition qu'on menait, non pas avec des musées, mais un peu à la suite d'expositions muséales. On accrochait notre petit wagon à un train qui pouvait être celui d'une expo sur Kandinsky, ou là, dans l'occurrence, sur les surréalistes à Nantes. Et on a réédité cet ouvrage qui était introuvable. Je crois que sa date d'édition, c'était 1926. Et donc cet ouvrage, il s'agit d'un recueil de comptines d'un surréalisant, Pierre Roy, qui n'était pas un très grand peintre, mais un bon dessinateur, et surtout quelqu'un qui s'est attaché comme un collectionneur à collecter des comptines françaises et également étrangères, et à en faire donc un ouvrage qui est considéré comme l'ouvrage fondateur du livre reproduisant des comptines. Et d'ailleurs,
c'est absolument prouvé et vérifié. L'entrée du mot dans le dictionnaire date de la préface de cet ouvrage. Voilà, cet ouvrage donc, qui est devenu notre premier livre pour enfants, alors qu'on l'avait conçu pour accompagner une exposition au Musée des Beaux-Arts de Nantes. Et puis, voilà quelques pages de cet ouvrage. C'est très intéressant d'ailleurs parce que ça permet de connaître les seconds couplets, ou plutôt les secondes, le reste de comptines dont on connaît souvent que le début. Voilà. Et pour vous montrer aussi à quel point l'édition Mémo pousse loin le bouchon de la folie, parfois, comme vous le voyez, à gauche, vous avez l'ouvrage non aquarellé et l'ouvrage à droite qu'on a aquarellé pendant des mois et des mois, puisqu'il s'agit de 10 boules à chaque fois et qu'il y avait 1000 exemplaires. Donc nous avons aquarellé 10 000 boules. Voilà. Et le but, c'était de pouvoir non pas entrer dans un Guinness des records, mais de pouvoir redonner au livre sa beauté. Parce que l'idée est l'idée qu'on essaie de poursuivre maintenant avec des auteurs contemporains, puisque on édite majoritairement quand même des artistes, des illustrateurs contemporains, des auteurs contemporains et contemporaines. L'idée, c'était avant tout de pouvoir offrir des livres de grande qualité, imprimés d'ailleurs depuis, ça fait 28 ans qu'on existe dès le départ, sur des bouffants d'édition et non pas sur des papiers glacés, et puis de donner en fait à l'objet toute la noblesse et tous les soins qu'il mérite, même et peut-être même surtout quand il s'agit d'enfants. Donc voilà les 100 comptines de Pierre Roy. Ensuite, l'idée aussi, c'était de vous montrer dans ce petit exercice que parfois, il faut aller rechercher un ouvrage. Pour éditer un ouvrage, il faut ne pas s'appuyer sur l'ouvrage qui a déjà été publié. Pour le Châtaigne de Nathalie Parrain, sur un texte de Tchekhov, la nouvelle qui s'appelle Châtaigne, voici les originaux de Nathalie Parrain. Et voici ce qui a été fait en litho lors de la première édition de Châtaigne en 1934. Comme vous le voyez, les choses, le dessin est très abîmé. C'était en général des dessineurs qui faisaient cela sur des pierres et non pas l'artiste lui-même, qui donc reproduisait le dessin de l'illustrateur ou de l'artiste. Et en fait, pour faire notre exemplaire, nous avons pu bénéficier de la présence encore de ces originaux, qui sont donc ici, qui avaient été collés dans un châtaigne, dans un exemplaire, un peu comme un keepsake, par Nathalie Parrain. Et on a pu donc retrouver les originaux pour faire non pas l'édition de 1934, mais l'édition de 2009, qui est une édition qui, j'espère, aurait fait plaisir à Nathalie Parrain. Voilà un livre aussi qui n'a jamais existé, puisqu'il s'agit des animaux à mimer, du Samozveri de Rodchenko sur un texte de Tretiakov. Alors on est allé jusqu'à Moscou pour chercher donc les plaques que vous voyez en haut à gauche, et en bas, ça c'est un petit amusement graphique de Yves. Et donc on a pu reproduire ce livre, mais avec un texte. L'ensemble n'avait jamais été publié. Les photos avaient été publiées dans une revue et les textes dans une autre. Et avec les encouragements du petit-fils de Rodchenko, on en a fait une édition, une création en fait, avec un enrichissement graphique. Et le petit-fils de Rodchenko nous avait dit d'y aller carrément et que son grand-père aurait sûrement apprécié qu'on en fasse un livre pour enfants et non pas un ouvrage, certes intéressant, mais qui aurait été un ouvrage pour adultes.
Donc voilà les feuilles de passe qui vous montrent tous les travaux, enfin tout le travail qu'on a pu faire pour retrouver le velouté de l'impression à l'époque qui avait dû être faite qui aurait pu être fait en hélio, et pour être le plus proche possible en tout cas des photos. J'accélère un tout petit peu. Voilà, drôle de bête qui là est encore un autre défi puisque c'est du facsimilé complet avec ici tout le travail qui peut être fait ici, qui est un travail artisanal vraiment, dans lequel on passe des journées, des semaines à photographer en retrouvant douleur et en essayant divers mélanges pour pouvoir arriver à des pantônes qui nous semblaient correspondre donc du coup à l'édition originale. Et puis donc avec le collage de toutes les petites vignettes que vous voyez, comme vous voyez d'ailleurs à gauche, cette girafe pourrait avoir été absolument dessinée hier, quand les artistes qui ont créé pour le livre pour enfants sont de grands artistes, leur travail ne prend pas une ride, enfin moi c'est ce qui me semble en tout cas. Alors voilà pour finir quasiment, l'exposition que nous avons pu organiser à l'invitation de la Bibliothèque municipale de Tours, dans laquelle on a donc créé cette exposition entièrement. Et l'idée, c'était de faire un rapprochement, ou en tout cas de plutôt dessiner des filiations entre le livre qu'on dit du patrimoine, ou les ouvrages patrimoniaux, et les ouvrages contemporains. Donc là, devant vous, ce que vous avez, c'est une sorte de petite galerie de l'évolution, en partant de la droite, avec Lissitsky, puis Nathalie Parrain, Chapure, et des créateurs contemporains. Et puis, voilà, surtout, alors on avait fait des rapprochements également sur des panneaux sur les murs. Et puis surtout, on a pu, dans des vitrines, voilà, ça c'était une petite salle de lecture avec le catalogue de mémos. Voilà, on a pu faire une série de vitrines. Par exemple, ça, formes et couleurs. En haut à gauche, vous avez Frebel, un pédagogue suisse-allemand, disciple de Pestalozzi, lui-même inspiré par Rousseau, et qui a jeté un peu les bases de tout cet apprentissage par les enfants, par la forme et par la couleur. Ce serait trop long de vous dire à quel point je voudrais qu'une exposition de Frebel puisse un jour être organisée, parce que c'est une sorte de racines communes bien sûr au kindergarten plus tard, et puis à beaucoup d'autres démarches autour, des démarches qui consistent à vouloir rendre l'enfant acteur et non pas spectateur d'une démarche artistique. Donc, comme vous le voyez en bas à droite, on a La Promenade des Canards, qui est un livre contemporain. Au milieu, vous avez Véronèse. Je vous ai laissé des petits documents, je ne sais pas si vous les avez eus en main. Et alors, dans ces petits documents, les avez-vous eus? Questions à la salle? Oui, oui. Oui? Il vous les montre, hein. Voilà. J'ai eu peur tout d'un coup que je sois depuis un quart d'heure ou presque en train de parler à personne. On écoute, bon. On écoute. Hein. Donc, je vous ai mis non seulement ces images, mais aussi les cartels qui les accompagnaient. Voilà une autre petite notre vitrine avec, on va de Lissitsky, donc en haut à gauche, les deux carrés qu'on a édités, parce qu'ils n'existaient même pas sous cette forme-là encore. Et puis, vous voyez en haut à droite, Chapure. Et puis en bas à gauche, Anne Berthier, dont Thierry nous a parlé tout à l'heure, puisqu'elle a édité le mercredi, qu'on a pu offrir à un grand nombre d'enfants. Ensuite, vous avez par exemple là, en haut à gauche Lebedev, donc l'avant-garde russe. Et puis vous avez en bas Nathalie Parrain et en haut Junko Nakamura. Vous avez ici donc les contes traditionnels slovaques d'Ivanovski, tout en bas,
avec Étienne Beck en haut à droite, avec ce rapport à la culture populaire et puis aux expressions d'Europe de l'Est. Même chose encore, on est encore en Europe de l'Est avec Lada et Čapek, et puis on en arrive à donc une créatrice contemporaine en bas. Là, vous avez les Anglais, c'est très important là aussi de savoir que Walter Crane, par exemple, tout en haut, a pu être un précurseur de la ligne claire et quelqu'un animé également par des idéaux de partage avec les enfants, puisque ces livres n'étaient pas des livres chers, c'était des livres qui étaient agrafés, ce qu'on appelait les toy books. Vous avez en bas à droite cette inspiration pré-raphaélite pour ce livre, le Goblin Market de Cristina Rossetti, illustré par son frère, Don Gabriel Rossetti. Et en haut à droite, on a donc offert un espace pour une jeune graveuse, Anne-Laure Sacriste, pour qu'elle puisse illustrer ce livre. Vous avez donc aussi en haut à gauche toute cette importance aussi de cette littérature illustrée anglaise de la fin du 19e. Et puis, pour continuer sur la ligne claire, là, vous avez toujours Walter Crane, mais vous avez aussi en bas à gauche un Roumain des années 70 qui illustre Le voyage d'Apollodore, un grand classique de la littérature pour la jeunesse roumaine. En haut à droite, vous avez une créatrice contemporaine, et en bas à gauche, Alain Le Foll, qui est un créateur très méconnu et oublié, mais vraiment c'est extrêmement dommage, des années 60-70. Ensuite, vous avez là encore les Anglais en haut avec Temerson, et puis à droite, vous avez une créatrice contemporaine, Virginie Morgan. Je ne vais pas vous faire une description livre par livre parce qu'il me faudrait 1 heure de plus. Là, vous avez Chapure tout en haut, vous avez Olivier Douzou tout en bas, et vous avez cette inspiration là aussi qui est à la fois cette inspiration du pop art, et puis avec la façon de cerner les personnages que peut avoir Malika Doré en bas à droite. Là, c'est vraiment intéressant parce qu'en haut à droite, vous avez donc Anne Crozat qui voyait passer les autobus avec de grandes publicités de Étienne Delessert, qui est en bas à gauche, en Suisse quand elle était enfant. Et donc, il y a une filiation qui est évidente, mais c'est une filiation aussi avec Yela Marie et Enzo Marie, qui étaient des créateurs donc italiens des années 70-80. Vous avez ensuite les livres de photos, pour lesquels on a pu donc développer un savoir-faire pour refaire comme en bas le livre donc les livres photographiques avec cet ouvrage Cœur de pique de Claude Cahun, qui était un ouvrage assez irrévérencieux et surtout avec des photos d'une grande étrangeté et d'une grande qualité, et qu'on a pu rééditer en utilisant tout un savoir-faire qu'on a développé pour imprimer des photos en plusieurs noirs et plusieurs gris pour réussir à avoir une qualité qui soit honnête. J'en avais mis plusieurs, voilà d'autres ouvrages photographiques, de photolittérature plus exactement. On prépare d'ailleurs un catalogue ou monographie ou ouvrage plutôt sur la photolittérature avec Laurence Le Guen de l'Université de Rennes. Et voici pour terminer notre dernier ouvrage de réédition coédité avec la BNF, donc qui sont les histoires du Petit Renaud, illustrées par Pierre Bonnard, la BNF ayant été destinataire d'un legs très important d'un bibliophile avec cette reliure de Marot Rode contenant des épreuves et un certain nombre d'enrichissements. Voilà, cet ouvrage tout à fait charmant
avec les histoires du petit Renaud. Et enfin, vraiment, Chauveau est un conteur hors pair. Et alors, je dois dire que je pourrais comme ça faire la liaison entre les adultes et les enfants et vous dire que ces histoires du petit Renaud sont à lire sans modération par les grands et par les plus jeunes. Voilà. Alors, y a-t-il des questions ? Nous allons passer effectivement aux questions. Y a-t-il des questions ? Oui, je vais passer le micro pour s'il y a des questions, sachant que pendant la présentation, un certain nombre de collègues sont allés voir les livres en fond de salle. Et donc, il y a eu interaction entre les présentations à l'écran et puis les ouvrages que vous nous aviez adressés. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que, à la fois pour Marie-Laure ou pour Christine ? Je vous entends très très mal. Oui, bonjour. Oui. Oui, bonjour. Je me demandais qu'est-ce que c'était le tirage de vos ouvrages pour enfants, en général, ou des exemples particuliers, le nombre d'exemplaires des ouvrages. Vous me demandez combien d'exemplaires on tire en général de ces ouvrages ? C'est ça, oui. C'est cette question, oui. Le tirage. D'accord. C'est très très variable. Vous voyez, on en était à 1000 exemplaires au Sans Comptine, mais on n'a pas énormément augmenté les tirages parce que ces ouvrages-là sont des ouvrages qui, de façon générale, se vendent moins que des ouvrages de jeunes auteurs ou d'auteurs confirmés, contemporains, mais on a réussi quand même, en affirmant aussi cette ligne éditoriale depuis bien des années, à créer, je dirais, des passionnés, que ce soit parmi des libraires, des bibliothécaires et puis parmi les lecteurs, ce qui fait qu'on arrive à avoir des performances, entre guillemets, qui ne sont pas si mauvaises que ça. Et surtout, on ne peut absolument pas être vaincu par ce qui pourrait être la faible rentabilité en fait de ces livres-là, parce que pour nous, c'est un tout, c'est un ensemble. Si on publie des livres maintenant de contemporains, c'est toujours dans cet esprit que rien de tout ça n'est vieux ou démodé, et qu'il s'agit d'un seul mouvement quand il y a cette qualité de propos et cette qualité d'image, il n'y a aucune raison. Quand on me demandait souvent, on me disait, mais est-ce que c'est pas vintage, ça, c'est un mot que je déteste. Je leur disais, mais écoutez, est-ce que vous pensez que Victor Hugo est vintage, ou bien est-ce que vous pensez que, je ne sais pas, Goethe est vintage? Non. Donc de la même manière que pour la littérature générale, il ne s'agit pas de quelque chose de vieux ou de démodé. Quand c'est quelque chose de majeur, quand c'est quelque chose d'important, ça n'a pas d'âge. Voilà. Y a-t-il autre question ? A priori, on ne voit pas de nouvelles questions. Si, peut-être, toujours... Oui, bonjour, une autre question. Et vos ouvrages, que je ne connaissais pas et que je trouve très beaux, sont diffusés dans les grandes enseignes, genre la FNAC et autres, ou quand on est à Paris, on peut vous trouver à quel endroit ? Je vais vous faire la même réponse que pour tout bon médicament dans toutes les bonnes pharmacies. Nous sommes là dans toutes les bonnes librairies, mais souvent, bien sûr, sur commande, puisque nos ouvrages ne sont jamais tous chez un libraire. Même les libraires les plus fidèles à mes mots ne mettent qu'en général qu'une toute petite partie du fond, quelques livres qu'ils aiment particulièrement, et puis des nouveautés. Donc on peut, en fait, tout est visible sur notre site. Et tout est commandable, puisqu'on est diffusé, distribué par Harmonia Mundi depuis très longtemps maintenant. Et donc, c'est un diffuseur-distributeur qui rend les livres disponibles dans toute bonne librairie, même moins bonne. Y a-t-il encore une ou l'autre question ? Je vais faire un ajout. Oui.
J'ai oublié de vous préciser, et ça fait un lien avec la médiathèque de Bourges et ce que vous disiez tout à l'heure, que dans le cadre de la rénovation de Richelieu, il y a une commande artistique, il y a 1% artistique, et c'est Gilles Clément qui est lauréat, et donc qui fera le jardin qui sera ouvert à partir de 2022 du côté de la rue Vivienne, dans le site de Richelieu. Voilà, c'était un petit lien entre nos propos de cet après-midi. Merci beaucoup. On remercie beaucoup Christine de s'être rendue disponible. Nous avons réussi, grâce à la technique, à pouvoir visualiser ces très très belles réalisations, sachant qu'on avait en fond de salle l'ensemble de la production. Donc c'est vraiment un bon parallèle entre le physique et le distanciel. Merci beaucoup Christine pour cette présentation. Je vous en prie. Et Moi, je voulais juste simplement ajouter juste une toute petite chose, Thierry, c'est que cette exposition a déjà voyagé, va continuer à voyager, y compris à l'étranger, et je serais très, très heureuse de pouvoir la présenter à Paris un jour, ou dans une autre ville qui voudrait l'accueillir. Elle est entièrement prête, elle ne nécessite aucun autre emprunt, puisque c'est le fonds des éditions Mémo, qui sera d'ailleurs donné en intégralité à l'heure joyeuse pour toute la partie jeunesse. On a commencé déjà à déposer ce fonds, et donc cette exposition est disponible, c'est quelque chose qui nous tient vraiment beaucoup à cœur. Donc si vous connaissez, si vous êtes en mesure de pouvoir l'accueillir, ça sera avec grand plaisir. Voilà, pardon Thierry. Non, message très très bien passé, on a bien enregistré. Merci Christine, et donc à très bientôt. Et merci également à Marie-Laure pour la présentation de la Bibliothèque nationale de France, des actions d'éducation artistique et culturelle. À très bientôt, et donc nous allons passer à la conclusion.